C'est pénible ce reflet des lunettes là, je ne sais pas comment faire ça. Il y a une transition de 20 secondes. Bonsoir à tous, je pense que ça y est, nous sommes en direct. Alors excusez-nous pour ce petit retard, c'est la première fois que nous prenons cette formule qui va donc nous permettre, à la différence de la semaine dernière, et d'ailleurs je remercie les personnes qui étaient là la semaine dernière, là nous allons vous présenter un début de réponse à 3 questions principales qui nous ont été posées. Et donc pour ce faire, nous allons travailler à 3. Il y a à côté de moi Jean, qui est le spécialiste agriculture et plus particulièrement permaculture au sein du TVP francophone. Et derrière, aux manettes, il y a Sébastien qui va vous permettre soit de communiquer au niveau du clavier, c'est-à-dire de pouvoir nous envoyer vos questions ou vos réflexions, ou alors de venir participer directement à cette bulle Google. Alors on dit Hangout, je crois, mais mon anglais est toujours aussi lamentable. Qui sera ensuite relayé directement sur YouTube. Donc sachez que si vous participez en direct, voilà, vous serez relayé sur YouTube. Bonsoir. Vous en prenez. C'est le début, bonsoir. Alors je viens de faire déjà mon intro, mais a priori je n'étais pas en direct, donc je recommence. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci déjà d'avoir participé à la première rencontre qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc cette semaine, on change un petit peu de formule, c'est-à-dire que nous allons essayer de répondre à 3 questions principales qui nous ont été envoyées. Une basée sur la différence entre l'économie basée sur la finance, on va dire versus économie basée sur les ressources, donc l'EBR. Ensuite, on nous a beaucoup questionné sur la transition, donc comment se passait la transition d'une économie à l'autre. Et enfin, sur la notion de pouvoir, qui est une question qui revient très très régulièrement, d'autant plus en ce moment où il y a eu des élections récemment en France. Pour ce faire, ce soir, donc 3 personnes à votre disposition. Moi-même, Thierry, qui vais vous détailler un petit peu donc, les différents chapitres. À côté de moi, on a Jean, qui est le spécialiste agriculture et plus particulièrement permaculture au sein du TVP Francophonie. Et derrière les manettes, nous avons Sébastien, qui va lui soit relayer vos textes, si vous communiquez avec nous par clavier, soit directement vous permettre de participer oralement, donc, tout en sachant qu'il est prévu que ce Hangout soit ensuite relayé sur YouTube. Donc, si vous participez visuellement, sachez que vous serez présent sur YouTube. Voilà. Donc, on va commencer par le premier sujet, qui est économie basée sur la finance versus économie basée sur les ressources. Un petit texte qui va durer à peu près 5 minutes. Prenez vos notes, envoyez-nous vos commentaires, vos questions, et tout de suite après, on prend le temps de vous répondre. Voilà. Donc pour commencer, on va définir déjà ce qu'est l'économie, en tout cas ce que nous on entend par économie, afin qu'on soit tous d'accord sur le concept, sur l'idée de base. Donc on peut définir l'économie comme étant un système de gestion, de production et de distribution permettant de répondre aux besoins et services d'une population. Sa fonction première est de permettre le développement et l'échange des biens et ou services au sein et à l'extérieur d'un collectif d'individus composant un regroupement, que ce soit un clan, une tribu, une cité, un pays, etc. Donc cette notion d'économie est née avec la sédentarisation, période de l'agriculture-élevage, afin de répondre à la rareté des matières premières, par carence de savoir et de technologie, et à l'évaluation du temps de travail, donc l'énergie déployée par l'humain, mais également par l'animal, ou à l'époque aussi les moulins, puisqu'on a eu les premiers moulins éoliens ou hydrauliques, pour l'exploitation des ressources et la manufacture de l'outillage. Voilà comment on définit l'économie. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du système économique basé sur la finance? Donc, l'économie est devenue un système de gestion de production et de distribution permettant de répondre à un calcul de bénéfices nets et de dividendes des entreprises du CAC 40. Donc, entendre par là les entreprises cotées en bourse. Aujourd'hui, celle-ci est basée quasi exclusivement sur la rentabilité et le profit. Donc, chaque ressource naturelle, hormis l'air, excusez-moi, voilà, c'est un téléphone qui sonne. On est en direct. Chaque ressource naturelle, donc hormis l'air, encore pour l'instant, chaque bien ouvré, mais également chaque service à la personne, sont considérés en fonction d'une valeur calculée en coût. La pertinence du développement des savoirs et des technologies permettant de répondre aux besoins et services ne devient accessible qu'à une partie de plus en plus restreinte d'individus, malgré l'abondance de bien-avoir et de bien-être qu'elle permettrait de mettre à disposition.
Le travail ouvré devient majoritairement mécanique et cybernétique. De fait, l'énergie physique, voire intellectuelle, humaine, est de moins en moins sollicitée. Alors n'oublions pas que depuis le silex taillé, l'outil, la technologie, a pour but de nous dédouaner du labeur. Donc la réponse à nos besoins fondamentaux, ne dépendant plus de l'énergie humaine mais de celle des machines, l'indispensable est de plus en plus assumé par ces dernières. De fait, l'humain pourrait disposer de son temps pour développer les réponses à ce qu'il considère comme étant l'essence même de son existence, c'est-à-dire la créativité et l'accès au savoir. Alors entendons en cela l'ensemble des activités physiques, artistiques, scientifiques et spirituelles qui l'animent. Activité plus sensée que la quête incessante du pouvoir d'achat incontournable à notre survie. Car n'oublions pas que ce n'est pas d'argent dont nous avons besoin, mais d'un accès équitable aux ressources et de salubrité de ces ressources. Alors qu'en serait-il si le système économique était basé sur les ressources, donc le principe de l'EBR que le TVP a développé? Les ressources représentent l'ensemble des fournitures, renouvelables et non renouvelables, que notre écosystème naturel planétaire produit gratuitement, n'oublions pas, ainsi que l'assemblage de celles-ci produit par nos connaissances. S'y additionnent les services de conditionnement et de distribution. Elle représente également la somme des savoirs empiriques et technologiques représentés par les incessantes découvertes qui parsèment tout le long de l'histoire de l'humanité. Actuellement, plus de la moitié de l'ouvrage entretenu dans les 3 secteurs d'activité existants, permettant d'exploiter ces ressources, est généré et géré par la cybernétique, c'est-à-dire les machines, plus l'interaction entre ces machines. Alors, dans un système où l'ensemble de ces ressources serait reconnu comme patrimoine mondial de l'ensemble des peuples et disponible gratuitement pour tous, sachant que l'abondance est de mise dans l'intégralité des domaines nécessaires aux biens, besoins, envies et services de chacun, il y aurait, par définition, disparition de l'insatisfaction aux besoins indispensables à la survie. Par voie de conséquence, disparition également de la jalousie, qui est provoquée par l'inaccessibilité à l'envie, disparition de la misère due au manque basique, en tout cas de réponse au manque basique, disparition des conflits pour l'accaparation des lieux de ressources, et enfin disparition des guerres, puisque ce sont toujours des mobiles de relance de l'économie financière de marché. Donc l'activité humaine d'obligation s'amenuisant peu à peu au profit de l'activité machine, l'humain pourrait se consacrer aux activités génératrices d'épanouissement, d'intérêt, de sens, entre guillemets, à sa vie, à l'image actuelle du bénévolat, du loisir, du hobby, etc. Donc dans l'absolu, même si une certaine quantité d'heures de travail humain subsistait, sachant que chacun aurait un accès illimité au nécessaire, au plaisir ainsi qu'au superflu, et que le dit travail ne serait plus laborieux puisque débarrassé de la corvée, de l'ingratitude et de la répétition grâce à la machine, pensez-vous que l'homme ne serait pas intéressé à la participation au bien-être de tous? Même dans une période de transition où certains ne souhaiteraient accomplir aucune activité, dans la mesure où cela est humainement possible, de ne rien faire, cela serait-il avant tout une gêne pour ce système ou un mal-être pour les dites personnes? Voilà la première présentation sur le sujet lié à l'économie. Nous attendons vos réactions avant de passer sur le deuxième sujet. Donc, on va bientôt accueillir une personne qui s'appelle Mathias. Mathias. En direct? Ou par clavier? Oui, oui, en direct, oui, tout à fait. En direct. Et donc moi en direct également, je prends un petit peu d'eau parce que je viens de lire et du coup je suis desséché. Alors si j'ai les joues rouges, ça n'est pas que j'ai bu juste avant de venir, c'est qu'on a pris le soleil. Nous sommes en direct depuis le sud et il fait beau. Donc en attendant peut-être l'arrivée de Mathias, je sais qu'il y avait une question déjà qui m'avait été posée, qui était en quoi je disais que nous avions de moins en moins accès en fait au bien-être, puisque on sait que la technologie quand même entre autres se développe énormément et que on est passé en quelques années de l'internet, enfin la téléphonie mobile, l'internet. Aujourd'hui, il y a différents types de supports nomades, etc. Donc on a un accès, on a un accès effectivement à la technologie, au bien-être et au bien-avoir. Alors ce que nous pensons, c'est que effectivement nous avons accès plus facilement
à tout ce qui n'est pas indispensable, forcément, au bien-être. C'est-à-dire qu'un accès Internet est devenu indispensable. Maintenant, est-ce qu'avoir le dernier iPhone pour faire un petit coup de marque ou le dernier ceci, Bonjour tout le cela monde. à la mode, est-ce vraiment indispensable? Bonsoir Mathias, je finis de répondre Salut. et on passe en direct ensemble. Est-ce là l'indispensable ou est-ce de pouvoir avoir accès, par exemple, aux soins les plus pertinents? Parce qu'actuellement, nous voyons que la médecine fait énormément de progrès, mais par contre, ce type de progrès n'est pas facilement accessible pour les personnes ayant les plus bas revenus actuellement. Donc, lorsque je dis qu'actuellement, il y a de plus en plus de savoir, mais de moins en moins d'accessibilité, effectivement, à ces savoirs et à ces bienfaits, ça n'est pas en termes de superflu, je parle bien évidemment, mais en termes de priorité, c'est-à-dire accès à l'eau, à la nourriture, à l'air pur, et bien évidemment au confort dont l'hygiène, la santé, etc. font partie. C'est en ce sens où je voulais un petit peu répondre déjà à cette première partie de question. Mathias, bonsoir. Je ne t'entends pas, ton micro est coupé. Allô, allô. Ah, okay. Bonsoir Mathias. Voilà, tu m'entends? Ok. Ah, je t'entends. On va pas faire semblant de ne pas se connaître. Tu vas bien? D'accord, pas de souci. Oui, ça va tranquillement. Ouais, j'avais une question à poser. Au fait, souvent on parle d'établir une EBR, mais est-ce qu'on dispose d'un inventaire de nos ressources? Je veux dire par là que souvent, quand je vois tout ce qui est question énergétique, j'entends dire que les énergies renouvelables, même accumulées entre elles, ne suffiraient pas à couvrir nos besoins. Parce que je sais par exemple avec les liens comme Jean Covici qui parle par exemple de l'énergie nucléaire, sortir du nucléaire n'est pas non plus une facilité. Est-ce que même avec l'énergie géothermique par exemple qui existe en Russie, est-ce qu'on peut vraiment la ponctionner? Est-ce que c'est vraiment une énergie qu'on peut utiliser dans l'instant? Donc voilà, quelques questions qui pourraient, je pense, éclaircir un peu nos lanternes sur ça. D'accord. Je vais commencer de répondre et puis si les copains veulent, ils compléteront. D'accord. Donc au niveau énergie, actuellement nous sommes capables de recenser les ressources renouvelables. Pour ce qui est des ressources non renouvelables, donc les énergies fossiles, on va dire, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a, pour des histoires de stratégie géopolitique, il y a énormément de choses de cachées. On sait que le fonctionnement de l'OPEP avait essayé de mettre au clair cette affaire. Il y a un moment, alors je crois que c'est dans les années 90-2000, où effectivement l'inventaire des ressources non renouvelables a été multiplié par 1,5 sans que rien ne soit justifié. Alors ensuite, dans ces ressources, il y a différentes choses. Hein. Il y a les ressources nettes, il y a les ressources que l'on présume, et puis il y a les ressources que l'on sait exploiter et celles que l'on sait difficilement exploiter pour l'instant. Ensuite, il y a les ressources d'utilisation plus ou moins directe, telles que le pétrole, le charbon, le gaz. Et ensuite, il y a des choses un peu plus compliquées comme le gaz de schiste ou le pétrole de schiste qui demandent une extraction assez particulière et encore très onéreuse. Ensuite, il y a le rapport à cette énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore très récemment, lorsqu'on extrayait on va dire l'équivalent d'un baril de pétrole, en gros, dans l'énergie nécessaire pour extraire, je reprends, l'énergie employée pour extraire, si elle représente un baril de pétrole, on peut extraire à côté 6 à 7 barils de pétrole. C'est-à-dire qu'on dépensait peu d'énergie par rapport à ce que l'on pouvait tirer comme satisfaction. On sait qu'avec le pétrole de schiste ou le gaz de schiste, il faut quasiment l'équivalent d'un baril de pétrole en énergie pour extraire 1 à 1,5 baril de pétrole. Ce qui veut dire que là, le rapport... le rapport s'est inversé. Demandé, voilà, pour l'énergie obtenue ne commence à ne plus être équivalent, donc ne devient plus intéressant. Donc ça, c'est une première partie de réponse. Ensuite, on sait que le charbon existe encore en très très grande quantité, mais que c'est le premier gros facteur de pollution de gaz à effet de serre, de CO2. Donc le charbon n'est pas une grande idée, même si de plus en plus, on sait que l'Allemagne, la Pologne, mais également la Chine, etc., se remettent énormément au charbon. Et ils s'ouvrent de plus en plus d'usines à charbon. Pour le gaz, il reste pas mal de poches aussi. Donc là, on sait qu'on peut tenir encore, on va dire, entre 30 et 150 ans à peu près. Mais le coût, par contre, là, en pollution directe, c'est-à-dire en pollution de gaz à effet de serre, est très, très, très important. Alors, le dernier rapport du GIEC là, qui est sorti sur ce mois-ci, en avril, dit qu'on devrait même dépasser les 2 degrés
prévu effectivement d'augmentation sur le climat et on serait plus près des 4 degrés, donc là ça devient très très catastrophique. Pour ce qui est de la géothermie, alors pour l'instant il n'y a que l'Islande qui l'exploite vraiment énormément, mais parce qu'ils l'ont à fleur de terre. Les États-Unis aussi ont des gisements géothermiques qui commencent à exploiter, et il y a un autre pays dont j'ai oublié le nom, il faudrait que je fasse des recherches. Tous les pays disposent de la géothermie. Après, c'est plus ou moins profondément et plus ou moins accessible. Et donc, en termes de coût, effectivement, ça ne s'amortit pas forcément très très facilement. La grosse problématique, c'est juste qu'étant donné qu'on a accès sur le tout fossile, aujourd'hui, au-delà de l'extraction, il y a tout le problème des infrastructures à mettre en place. Et on sait que la mise en place des infrastructures, ça demande du temps. Et étant donné que l'économie, tout comme la politique, se calcule sur des temps courts, nous n'avons pas, on va dire, l'envie économique et politique d'investir dans des mises en place de structures qui seront opérationnelles hors du temps de bourse ou du temps de réélection des personnes en place. Ça rentre pas dans leur, on va dire dans leur échelle temporelle à eux, quoi. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas une histoire d'échelle temporelle humaine et de bien vivre, de bien-être et de possibilités, puisque les possibilités on les a. Par exemple, on sait que le houleau moteur ou le marémoteur, donc la force marémotrice ou de la houle, sont des choses qui existent depuis l'Empire romain. Les Romains ont déjà travaillé dessus, etc., etc. Le seul truc, c'est qu'on s'est mis dans une logique autre, qui était la logique fossile, parce que beaucoup plus facile et sûrement beaucoup plus rentable, et qu'au-delà du poids des lobbies, qui est une réalité existante et qui est normale vue de leur fenêtre, ils sont là pour faire du bénéfice, c'est leur boulot. Au-delà de ça, au-delà de ce poids-là, il y a aussi que relancer donc recherche et développement, mise en place des structures, mise en place du réseau ensuite pour la distribution, etc. Ça demande des échelles de temps qui vont de 10 à 15 ans et que pour l'instant, on est juste dans de la réponse d'urgence et pas sur de la prévision à moyen ou long terme. Pas de la planification intelligente, on n'est pas encore là-dessus. Non, ça ne va pas, c'est pas une méchante réflexion, mais je pense que ça ne va pas avec la réflexion politique telle qu'on la définit actuellement. Parce que les gens sont élus et qu'il faut qu'ils répondent dans l'urgence à la satisfaction de leurs électeurs. Donc on est bien d'accord qu'en termes énergétiques, on a quand même de quoi faire au niveau mondial. Largement. Donc pour l'instant, les énergies renouvelables, toutes confondues, y compris le nucléaire, représentent entre 20 et 30%, selon les calculs, selon les études, 20 et 30% de la totalité de notre besoin, en tout cas de notre réponse à l'énergie. D'accord. C'est que par exemple, le solaire pourrait répondre à plus de 400% de notre besoin d'énergie, mais pas forcément par le photovoltaïque, qui lui revient cher à mettre en place, au-delà des structures, qui revient cher à mettre en place à cause de certaines ressources minérales rares et de terres rares. Donc après, ce sont des choix collectifs, donc pour l'instant des choix politiques. D'accord. Ok. Merci pour la réponse. Donc peut-être que Sébastien ou Jean ont des choses à rajouter sur ce sujet. Pour faire un réel inventaire des ressources, qu'il y ait une réelle confiance mutuelle entre les nations. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas avoir un inventaire réellement objectif des ressources existantes. Enfin, voilà. Les ressources sont quand même, et particulièrement l'énergie, l'accès à l'énergie, c'est géopolitiquement tellement stratégique que tant que nous sommes dans la concurrence, dans la compétition, dans l'exploitation au mauvais sens du terme, il est très 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 difficile effectivement d'avoir... Non, c'est certain que le système de valeurs bloque. Tout à fait. C'est avant tout une histoire de système de valeurs. C'est bon, madame. C'est bon, madame. Ok. Merci beaucoup. Il y a un gros bruit là, de fond, je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathias. Bonsoir, il y en a un nouveau venu. Il y a Hassan qui vient d'arriver. Hassan, ton micro est coupé, donc si tu veux nous parler, essaye de mettre ton micro en route, s'il te plaît, si tu m'entends. Alors, quand ton micro est en route, il y a un très gros souffle. Oui, il y a cette personne elle a un micro qui bug. Il y a une question sur le YouTube, deux questions exactement. La première, c'est qu'avez-vous à me dire concernant le sujet très sérieux qui concerne l'arnaque présumée de la théorie du réchauffement de la planète?
Alors, excuse-moi Sébastien, je t'ai en voix très robotique et je te reçois très mal. Est-ce que tu peux me reformuler ce que tu viens de me dire? Oui, bien sûr. Qu'avez-vous à me dire concernant le sujet très sérieux qui concerne l'arnaque présumée de la théorie du réchauffement de la planète? Du réchauffement de la planète? Le réchauffement de la planète, une arnaque Présumé. présumée sur le réchauffement de la planète. Alors, on a les mêmes sources que tout le monde, hein, quand même, actuellement. Donc, effectivement, certaines personnes pensent que c'est pour des raisons économiques que l'on nous alarme sur le climat. Alors, d'autant qu'il ne faut pas confondre climat et météo. Euh, la météo, c'est ce qu'on vit au quotidien. Le climat se calcule sur des temps plus longs, des dizaines, voire des centaines d'années. Il est incontestable qu'il y a un changement climatique. Maintenant, les mesures faites par le GIEC, donc c'est quand même la totalité des pays qui mettent à disposition leurs chercheurs, et ensuite la totalité des études de ces chercheurs vont converger vers une compilation. Donc on sait qu'il y a plus de 10 000 études qui à un moment vont converger vers un rapport qui va faire plus de 1000 pages et qui doit être signé et contresigné par la totalité de ces gens, de ces chercheurs, etc. etc. Soit dans ce cas, c'est vraiment quelque chose mondialement, donc là on arrive complètement dans la pensée conspi, hein, donc mondialement, des élites en place ont réussi à pervertir tous ces gens, toutes ces études, et effectivement, alors on a accès à rien, on ne sait rien, on peut douter de tout. Mais après dans quel intérêt? Je veux dire, je vois pas exactement l'intérêt au fait, parce que souvent je vois les gens s'enflammer sur ce sujet, mais je vois pas exactement l'intérêt. L'intérêt serait économique, c'est-à-dire faire régner une minorité par la terreur et pouvoir nous soutirer, puisqu'on sait que plus on a peur, et plus il risque d'y avoir de rareté, donc là c'est pas la rareté, mais plus il y a des menaces climatiques, je sais pas, peut-être ça fait plus vendre de climatiseurs, enfin tu vois, c'est même pas de l'humour, quoi. Moi j'aurais tendance à croire effectivement ces études parce qu'elles ne sont pas culturellement estampillées. C'est-à-dire que si ça venait d'un seul pays ou d'un seul type de culture, une seule source, effectivement, il y aurait de quoi se dire c'est peut-être pas très objectif. Sachant que là, ça concerne vraiment la totalité des pays. Je crois qu'ils sont issus de plus de 190 pays ou 200 pays sur les 214 recensés par l'ONU. Je vois pas bien l'intérêt de jouer à ça. Et au-delà de ça, je crois qu'on se rend compte que de toute façon, le climat change. Mais le climat est en perpétuel changement. Maintenant que l'activité humaine ait des conséquences directes sur le climat, même j'allais dire les biologistes, les éthologues, tout un tas de disciplines comme ça sont tous en accord à dire que par exemple la végétation bouge et remonte. Alors elle descend au niveau des altitudes montagnardes, elle remonte au niveau du climat méditerranéen. On s'aperçoit que les glaciers fondent. Si on regarde les images satellites au niveau des calottes polaires, on se rend bien compte que le pack aujourd'hui ne tient plus du tout autant qu'avant, etc., etc. Là, je crois que c'est cet été et l'été dernier, le pack a quasiment totalement fondu, ce qui est une grande, grande nouveauté. Depuis les années 80, on sait qu'il y a un trou dans l'ozone qui respire, hein, qui par certaines années est moins fort, d'autres années est plus important, etc., etc. Donc ça voudrait dire que depuis les années 70, 80, il y a une grosse conspiration de gens qui manipulent les études, etc. Je laisse à chacun. Je ne pourrais pas convaincre des gens, et puis c'est absolument pas mon but. Comme tu disais Mathias, j'en vois pas l'intérêt. Et en plus, on peut observer. Alors, je ne suis pas allé personnellement au pôle Nord. J'ai tendance à croire les gens qui y vont, qui font des prélèvements de carottes glaciaires et qui nous disent attention, il y a ceci, il y a cela, ça bouge, etc. On sait que la toundra est en train de changer également écologiquement. Il y a des réalités. Et sous nos latitudes, on commence à voir de plus en plus fréquemment des tempêtes qu'on ne connaissait pas trop, etc., etc. Donc, je ne parle pas d'ouragan, hein, mais il y a des tempêtes qui sont de plus en plus régulières et de plus en plus fortes. C'est une réalité constatée. Alors, il y avait une autre question, question écrite par une personne. Vous parlez d'abondance de ressources et donc de distribution universelle à chacun selon ses besoins. Or, quand je parle de cette notion à des amis, j'entends souvent alors plus personne ne fait rien et s'écroule. C'est pas de la motivation. Allez, je vais reprendre mon exemple à vous. Voilà. Pardon, Sébastien?
Mais Oui, la question c'était avez-vous des arguments pertinents que je pourrais avancer? ouais, alors je ne sais pas s'ils sont pertinents mes arguments, mais bien évidemment j'ai eu le droit aussi à ce genre de questions. Mais alors attends, si c'est tout gratuit, je vais plus rien faire. Moi généralement je réponds comme ça à la personne. Je lui dis si je t'offre un mois aux Bahamas, tu as juste à t'occuper du cocktail que tu as dans la main et de la couleur de ton maillot de bain, et tu n'as rien d'autre à faire. Si je t'offre ça pendant un mois, je t'ai fait un méga cadeau, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Si je t'offre ça pendant 3 mois et que je t'oblige à juste boire des cocktails et regarder la couleur de ton maillot de bain pendant 3 mois, ça commence à être de la torture. Et si je te propose ça pendant un an, tu deviens complètement fou, quoi. Juste parce que l'être humain est ainsi fait qu'il ne peut pas rien faire. Alors, actuellement, si on ne trouve pas correctement sa place dans cette société, c'est-à-dire si on est en frustration, si on n'est pas épanoui, ce qui est un peu le lot de tout le monde, on est tous plus ou moins dans l'obligation d'aller gagner notre vie, ce qui est paradoxal puisque la vie, on nous la donne, et ensuite, il faut qu'on aille la gagner. Donc, on est en décalage. On s'oblige en fait à aller au travail. Et le temps dit de vacances, de farniente, de rien faire, c'est presque un cadeau par rapport à ce temps d'obligation de travail. Mais dans l'absolu, même quand on ne travaille pas, on est en activité. C'est-à-dire que c'est la question redondante qui est qu'est-ce que tu fais quand tu fais rien? Ben, rien faire, ça n'existe pas. Qui que l'on soit, on va avoir envie, besoin de faire quelque chose, que ce soit un travail intellectuel, que ce soit un travail physique, donc une activité, pour ne pas prendre le mot travail qui est un mot de torture, on a besoin de réfléchir. L'être humain, c'est la question. Avant tout, ce qui nous différencie de tout le reste du vivant, c'est la question. On se pose des questions et on aime avoir des réponses, on les cherche. Et selon les gens, on va avoir envie de faire une activité physique, une activité intellectuelle, une activité spirituelle, une activité artistique. Voilà. On ne peut pas rester à rien faire. Et donc, dans l'absolu, comment expliquer, alors qu'on est dans une société financière et basée que sur l'appât du gain et la compétition, la concurrence, comment expliquer qu'au moins un occidental sur 4 est bénévole? Gratuitement, il donne du temps pour le sport, pour la culture, pour une mission humanitaire. Pourquoi les gens font ça alors que c'est pas du tout ce qu'on nous décrit comme étant le sens, entre guillemets, de la vie? C'est-à-dire que la vie, c'est l'homme est un loup pour l'homme, il faut combattre, il faut être compétitif. Alors pourquoi faisons-nous du bénévolat? Pourquoi avons-nous besoin d'avoir des amis, d'avoir des contacts? Que ce soit du contact présentiel ou que ce soit du contact virtuel. Pourquoi les réseaux sociaux comme Facebook, Google+, ou Twitter, etc., pourquoi ça a explosé? Parce qu'on a besoin d'être en contact les uns avec les autres. Et pourquoi on cherche ce contact si ce n'est pour réaliser des choses ensemble? Parce qu'on va discuter, on va avoir une idée, d'une idée on va vouloir faire un projet, ça peut être un groupe de musique dans un coin de garage, ça peut être chercher la grande nouveauté qui va permettre à Internet d'évoluer, ça peut être médical, ça peut être selon les pôles d'intérêt des uns des autres. On ne reste pas à rien faire. Pourquoi on relaie tous de l'info? On partage notre info gratuitement sur les réseaux sociaux. On fait déjà quelque chose. Pourquoi on le fait? Voilà, tous ces exemples-là, pour moi, convergent vers le fait qu'on n'a pas envie de rien faire. Ça, c'est pas vrai. Ce qu'on n'a pas envie, c'est l'astreinte au travail. C'est complètement différent. L'activité, on en a envie. Et l'activité dans le partage avec des gens avec qui on se sent bien, la réalisation de soi, ça, on en a tous envie profondément. Passer toute une vie devant TF1 ou France 2, enfin devant la télévision, à juste manger des chips, ça, pour moi, c'est quand on va pas bien. Ça s'appelle une maladie. Pas du tout un épanouissement, c'est pas un sens à la vie. Voilà. Est-ce que... Je pense que tu as... J'ai mis le paquet, hein, déjà. Sébastien? Je pense que tu es exhaustif. Là, pour l'instant, on n'a pas d'autre retour. Les personnes vont attendre avec le décalage, les personnes vont attendre des réponses. Donc, si tu veux continuer sur la deuxième partie, ben, libre à toi si tu veux. Je pars sur la transition? Ok. Pour Mathias, c'est bon? Pas d'autres questions, vu que je te vois encore en direct? Ok. Alors, deuxième sujet, la transition. Alors, c'est vrai que la transition, je vais prendre un petit moment là quand même pour le développer, parce que si on n'a pas un peu les tenants, les aboutissants, on a beaucoup de mal à comprendre. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain d'une réalité qui existe en gros depuis 10 000 ans, qui est l'économie financière, même si avant elle s'appelait troc, échange, etc. C'est une valeur à confiance, ça revient au même, à une économie basée sur les ressources, sur la gratuité, etc. Donc je vais développer un petit peu ce sujet. Donc les différentes phases de transition sont présentées, hein, pour
plus de détails sont présentés directement sur le site thevenusproject.com dans la partie orientation et propositions. Je pense que Sébastien va vous mettre directement là sur le Hangout ou vous mettra sur la vidéo YouTube le lien pour accéder à cette page de Venus Project avec orientation et propositions où il y a les transitions par étapes. Donc, comme nous venons de le voir, la différence majeure entre le TVP et les autres organisations réside sur un point central, c'est la gratuité. Cet objectif a besoin d'un outil maître, l'on nomme nous l'EBR, c'est-à-dire l'économie basée sur les ressources. Donc le TVP n'œuvre pas pour changer certains points du système existant, mais pour que le système évolue radicalement. Donc ce n'est pas un changement de forme, mais un changement de fond. Ce n'est pas une révolution, mais une évolution, un changement d'air. R-E-R-E, pas changer d'air ailleurs. Donc la totalité des domaines inhérents à l'écosystème planétaire étant intrinsèquement liés et en interdépendance, influer sur un seul domaine, séparément de l'intégralité du tout, ne peut que provoquer les déséquilibres que nous connaissons. C'est pourquoi, tant que le changement ne sera pas étudié dans son holisme, c'est-à-dire en tenant compte de chaque paramètre, et non pas de la seule économie de marché, ce que nous appelons nos avancées, entre guillemets, ne pourront être que désastreuses. D'où l'intérêt de la recherche d'un nouveau paradigme, étant donné l'état de nos avancées, c'est-à-dire les savoirs et les technologies, et les conséquences qu'elles ont sur la globalité de cette planète et de sa périphérie proche, c'est-à-dire en orbite. Donc l'histoire, la grande histoire, l'histoire de l'humanité, est émaillée de systèmes culturels et d'habitus, appelés civilisations, qui se succèdent par l'intermédiaire de révolutions. Donc ces révolutions peuvent être semi-pacifiques ou en conflit direct, à l'image du Fordisme pour l'économie, la reconnaissance du droit des femmes pour le social, le droit de vote en politique, etc. Mais en tout cas, ces révolutions bouleversent le système sur sa forme, mais jamais sur son fondement. Quelles que soient les révolutions, l'inégalité, la stratification sociale, la misère, le conflit, toutes ces problématiques perdurent en fluctuant en fonction du temps et du lieu. Par contre, nous assistons parfois à des évolutions. Donc la différence est qu'une étape évolutive ne dispose pas de marche arrière. Ce qui est acquis est acquis. Là, c'est dans ce sens où je parle de changement d'air, E-R-E. On peut noter que ces évolutions sont rares, mais se rapprochent dans leur temporalité. Donc la première fut incontestablement la bipédie, donc il y a en gros 3,6 millions d'années, qui permit un développement différent du télencéphale, c'est-à-dire que c'est là où il y a une différence entre comportement et réflexion, c'est là où nous sommes mis à nous poser des questions. La descente du larynx qui a permis la communication, donc toute l'application basée sur un vocabulaire, qui a permis une communication quand même assez particulière, et une communication d'évolution, et l'autonomie des membres antérieurs, dont le pouce préhenseur qui lui a facilité la création et la manipulation d'outils. On sait qu'il y a certains oiseaux, certains animaux qui ont un minimum d'outils, on ne peut pas comparer quand même à nos machines-outils, entre guillemets. Puis vint ensuite la deuxième grande évolution, c'est il y a 400 000 ans, c'est la domestication du feu, parce que là, ça change notre mode de vie, notre rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on a pu, se protéger, deux, créer le foyer, foyer, d'accord, donc avec le regroupement, le clan, etc. Ensuite, la phase de la culture-élevage, il y a 9000 ans, qui, avec la sédentarisation, apporte la gestion de la cité et tout son cortège pour gérer cette cité, politique, droit, économie, etc., etc. Et enfin, la machine, donc la machine à énergie non humaine, non animale, ou produite par moulin hydraulique ou éolien, comme je disais tout à l'heure. Donc cette machine qui commence avec la machine à vapeur et qui continue aujourd'hui avec la cybernétique. Donc à chaque étape évolutive, il y a transformation des systèmes culturels et des habitus, mais également du fondement de la civilisation, d'où le terme d'évolution. C'est inéluctable, mais la transition nécessaire peut s'échelonner sur une certaine durée de temps, une période difficile à évaluer. En tout cas, ça ne se fait pas en 2-3 ans, ça c'est clair. Donc depuis 9000 ans, notre civilisation vit sur l'exploitation exponentielle des ressources et une production tout aussi exponentielle de déchets, que l'on appelle maintenant les pollutions, le tout sans tenir compte du cycle naturel de production inhérent aux ressources. Donc ça, c'est ce qu'on nomme généralement le jour de dépassement. Donc le jour de dépassement, c'est quelque chose que vous pouvez trouver très bien défini sur Wikipédia France. C'est effectivement le non-respect entre le temps de production d'une ressource et la vitesse à laquelle on la consomme. Autrement dit, si vous consommez tout ce qu'il y a dans le frigo en une journée, alors que vous n'aurez de l'argent que dans une semaine, qu'est-ce que vous mangez les 5 autres jours, pour faire très court. Donc depuis quelques décennies, un nouvel impact aussi apparaît, ce sont les choix locaux ayant des conséquences globales. D'où l'intérêt de penser global avant d'agir local. Alors tant en termes de conséquences directes, c'est-à-dire la répercussion visible sur un domaine, pour exemple une décharge qui va dégager de mauvaises odeurs de proximité, qu'en conséquences indirectes, c'est-à-dire les répercussions sur un ensemble de domaines.
Cette même décharge peut polluer les sols, les eaux, réactiver des maladies, affecter la chaîne alimentaire. Voilà, il faut la penser dans son holisme. Donc ce système ne peut qu'échouer pour deux raisons principales. Un, sa déconnexion vis-à-vis de la réalité du cycle de la nature. Et deux, sa quête de profit financier basée sur consommer, sur produire, et pas forcément des limites, telles que le pouvoir d'achat, la santé, etc. Donc, tel un Monopoly géant dont le but final est qu'un seul reste sur le plateau de jeu, notre fonctionnement sociétal et mondial ne peut mener dans ces conditions-là qu'à l'autodestruction, c'est-à-dire que le gagnant étant celui qui ferme la boîte, donc fin du jeu, fin de la planète. Alors, manifester n'y change pas grand-chose, parce que la manifestation, comme la guerre, ça permet de créer du profit financier et donc d'entretenir, voire de relancer pour un moment le système, mais pas de le changer sur son fondement. Alors même lorsqu'on obtient un gain de cause, lorsque ce gain de cause apparaît, c'est un changement généralement de costume, mais pas de situation. Y a-t-il un réel changement de fond entre, par exemple, la mort de Louis XVI et l'arrivée de la démocratie républicaine? Le changement étant donc sur la forme, mais pas sur le fond de la problématique rencontrée. Donc les politiciens n'y changeront rien, ils sont dépendants des économistes, des corporations et des financeurs, donc les banques, du même système existant, et ce, quelle que soit leur valeur ou conviction, même si ce sont de très bonnes personnes. De plus, leur formation ne leur permet pas d'appréhender une connaissance inhérente aux problématiques de fond. Ce sont des dialecticiens, on peut dire en quelque sorte des acteurs, et ce mot n'est pas du tout péjoratif. Alors les lois n'y changeront rien non plus, puisque par définition, nous créons des lois pour endiguer des problèmes, mais pas pour les résoudre. La faim ne se résout pas avec une loi contre le vol. Tant qu'on aura faim, on volera, quelle que soit la loi, puisque notre survie en dépend. De la même façon, la violence ne se résout pas par une loi contre l'agression. La preuve, ça fait 4000 ans que des lois écrites existent, hein, le premier code étant le code Hammurabi, qui date des Mésopotamiens, et les vols, comme les violences, ne se sont jamais arrêtés, n'ont même pas régressé si on regarde sur une échelle très longue. Donc une étude démontre même que plus la stratification sociale est importante dans son échelle de grandeur, et plus les problématiques de l'égalité augmentent. À ce titre, voir un bouquin qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous », qui a été signé par deux chercheurs, Wilkinson et Pickett. Toutes les références seront directement sur la vidéo. Alors, que faire suite à ce constat? Parce qu'un constat, c'est bien joli, mais il faut avoir des propositions. Donc, ce que préconise le TVP avant tout, c'est s'informer, se former, s'instruire, informer et adapter sa vie de façon à accélérer la chute du système en place en se protégeant du mieux possible. Parallèlement, nous devons aider à faire évoluer le système, non en construisant sans lui ou à ses côtés, mais en œuvrant sur des choix rationnels. Donc les universités et autres lieux de recherche et développement sont faits pour proposer à ce système son obsolescence, tout comme les entreprises se développent techniquement, causant à terme leur propre mort, puisque si elles se développent techniquement, il n'y a plus de travailleurs, s'il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus de pouvoir d'achat, donc les entreprises ne peuvent plus vendre. C'est très simple. Donc ce système est forcément moribond. Il nous reste à l'accompagner dans sa chute afin qu'elle soit rapide tout en causant un minimum de dégâts. Donc la première étape du TVP était de faire connaître son existence et la pertinence de ses propositions auprès des chercheurs, scientifiques et professionnels de différents domaines utiles à l'élaboration du concept. La deuxième étape consiste à se faire connaître auprès du grand public en publiant des relais infos, c'est ce qu'on est en train de faire, des vidéos, des articles, des livres, des courts-métrages, longs-métrages, etc. Et auprès des grands décideurs grâce à des showrooms regroupant des centres de recherche et des universités dédiés TVP. Donc le premier centre de recherche existe déjà puisqu'il est à Vénus, en Floride, d'où le nom de projet Vénus, hein, donc rien à voir avec la planète, ça a à voir avec le premier lieu où ça s'est ancré. Un deuxième projet, centre de recherche plus université, est en cours de préparation en Russie, et d'autres sont en pourparlers sur différents territoires, dont l'Europe de l'Ouest, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Orient et le Moyen-Orient. Donc on a fait quasiment le tour. De plus, une formation appelée Mentor permettra d'ici peu de disposer d'individus formateurs qui proposeront des cours en ligne ou en université ouverte. La troisième étape verra l'élaboration des premières villes TVP. La quatrième étape sera la mise en place d'une économie basée sur les ressources au niveau mondial. Alors mieux nous serons préparés, instruits et ouverts au projet, et plus vite les étapes 3 et 4 pourront se mettre en place. Alors la première étape, elle existe et se perpétue puisque le projet, il n'est pas statique, hein, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un projet arrêté. Donc ça existe et ça se perpétue depuis 55 ans environ. La deuxième étape est devenue de plus en plus fonctionnelle depuis l'avènement du numérique, hein, ça nous a facilité la vie, soit une grosse dizaine d'années. Donc maintenant, il y a à disposition des centaines de vidéos, des dizaines de livres, plus quelques sites et banques de données de professionnels
œuvrants qui sont disponibles gratuitement. Hein. C'est ouvert à tous, bien évidemment, tout ça est facilement accessible. Des millions de sympathisants, des milliers de bénévoles et des centaines de personnes qui se préparent à une formation de mentor. Donc le mentor étant les personnes qui vont relayer l'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste des personnes qui vont être formées pour relayer l'information. Donc nous attendons l'arrivée de 3 courts-métrages sur l'économie basée sur les ressources, dont le premier va être là ce mois-ci, en avril, le deuxième vers octobre et le troisième début 2015. Nous avons également la préparation d'un film long-métrage, grand public, qui est en cours de préparation, sortie prévue 2015, 2016, 2017, mais en tout cas là, c'est quand même de l'incessamment sous peu. Et enfin, le projet Russie, qui est en cours d'organisation, dont je n'ai pas plus d'informations encore actuellement. Si l'information n'est pas tellement diffusée pour l'instant, c'est que le TVP préfère canaliser son énergie sur la réalisation de ce projet plutôt que d'informer et surtout de reprendre en fait les informations qui risquent d'être déformées par manque de connaissances de la part des différents journalistes ou relais non officiels. La troisième étape se rapproche puisque, ça y est, des centaines de villes commencent leur transition énergétique. Le développement durable, qui est maintenant une réalité, étant l'introduction aux villes TVP, organisées pour fonctionner, elles, par contre, sans déchets et sans coût énergétique. Mais nous sommes déjà dans cette introduction, dans cette première démarche. Et enfin, la quatrième étape sera fonction de l'avancée des 3 autres, mais une projection interne au TVP parle d'une période située entre 2030 et 2050. Donc on n'est plus très loin quand même. Voilà, alors il y a différents liens ressources qui vous seront communiqués, où vous pourrez avoir les détails et surtout des sources par rapport à tout ça. Voilà pour cette deuxième partie sur la transition. Je vous écoute. Alors, merci beaucoup Thierry. Il y a beaucoup de questions qui commencent à arriver. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il y en a une qui regroupe une personne qui a l'air d'être assez complète, on va dire, par rapport à ce que tu viens de citer. Alors, comment savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, qui persévérera la femme de l'abus d'un homme, enfin protégera, je pense que la personne a voulu dire, qui protégera la femme de l'abus d'un homme, qui gérera les conflits et en gros la justice. Merci. Notamment sur la période de transition et dans un projet Vénus du coup. Excusez-moi, il faut que je réhydrate la machine. Alors ça, un nouveau concept, nouvelle façon de penser. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile de répondre juste en quelques mots. Je vais déjà répondre au niveau du TVP. Dans le sens, donc, et ensuite je verrai sur la transition. Dans ce sens où, on en parlait tout à l'heure, dès l'instant où on s'épanouit, on est déjà beaucoup moins enclin à en vouloir aux autres. Parce qu'en fait, quand on va bien, il n'y a aucune raison d'aller embêter les autres. Alors, je vais prendre un exemple, comme tout à l'heure, un exemple très simple. Il y a énormément de perversions humaines, hein, ça c'est clair. Mais il y a un procès que j'ai jamais vu, par exemple, c'est quelqu'un qui va se mettre à se détraquer et qui va dire, voilà, j'ai étranglé mon voisin parce qu'il respirait plus que moi. J'ai jamais vu ce type de procès. Et sincèrement, j'ai cherché dans les minutes des chroniques judiciaires françaises. Je ne comprends que le français, hein, je ne parle que le français, donc j'ai cherché surtout dans la francophonie. Tout simplement pourquoi? Parce que l'air, à l'heure actuelle, est la seule ressource, le seul bien naturel qui est en abondance. Donc on cherche même pas, d'ailleurs on ne réfléchit même pas à la respiration. Et il ne nous viendrait pas à l'idée de dire, toi je t'en veux parce que tu respires plus que moi, ou parce que tu respires mieux, ou je ne sais pas quoi. L'air absorbé, l'air recraché, ce n'est pas un problème. Maintenant, si la pollution venait à donner une rareté de l'air, alors là, on commencerait à se surveiller un petit peu si des gens n'abusent pas de leur quantité d'air. Donc, si j'illustre avec ça, c'est juste pour dire qu'à partir du moment où on est dans une forme d'abondance et de bien-être, où on n'a pas à se soucier d'un bien, d'une ressource, dans notre tête, cognitivement, cette problématique n'existe même pas, donc on ne la réfléchit même pas en termes de problématique. Si je laisse tomber 10 €, il y aura toujours quelqu'un pour les ramasser. Si je laisse tomber un bol d'air, pour prendre une image, tout le monde s'en fout.
De la même façon, si là je descends en bas de ma rue avec un sac de sable à vendre, et que je mets 10 € sur le sac de sable, il peut y avoir un entrepreneur qui est intéressé pour acheter mon sac de sable. Si je prends le même sac de sable que je vais au milieu du désert du Sahara avec et que je mets une pancarte 10 € à vendre du sable, là le bédouin qui va passer, il va me donner un petit peu d'eau parce qu'il va se dire que j'ai pris un gros coup de chaleur. Il en va de même, je pense, pour la totalité effectivement de nos perversions. Toutes ces perversions sont quand même liées d'une façon ou d'une autre à une reconnaissance de soi, à un pouvoir d'achat. C'est lié plus ou moins directement toujours à un rapport à l'argent, puisque aujourd'hui c'est l'argent qui définit la stratification sociale, donc qui définit qui je suis, mon statut social. D'ailleurs, quand on se présente, on commence toujours par genre je suis un garçon, une fille, j'ai tel âge et je fais tel métier, ou je suis étudiant, ou voilà. Donc on se définit toujours par rapport à une stratification sociale. Et on sait que même dans la jalousie, c'est avant tout, donc pour reprendre la violence faite sur les femmes, par exemple, on sait que c'est avant tout une non-reconnaissance de soi. Le type qui va taper sur sa bonne femme, c'est par excès de faiblesse de lui-même, on le sait. C'est parce qu'il n'a pas pu se réaliser correctement. Alors après, qu'il y ait des pervers, qu'il y ait des gens malades dans leur tête, etc., bien évidemment. Mais ça va tendre vers zéro dès l'instant où on sera dans un épanouissement de soi et une possibilité d'activité qui nous reconnaissent. Voilà. Maintenant, on n'a jamais dit que le TVP, c'était le pays des bisounours. Mais on dit que ça tend vers une résolution des problèmes. Et qu'en tout cas, ce serait un épanouissement sacrément plus intéressant que celui que l'on vit aujourd'hui. Alors, pendant la transition, évidemment, on ne va pas ouvrir les prisons demain en disant « Les mecs, tout est gratuit, tout le monde s'aime, allez, on sort, et maintenant, on n'est plus des grands méchants malades. » Non, mais ça, c'est ridicule. Une transition, par définition, c'est une transition. Ça va y aller phase par phase. Par exemple, on sait que dans les pays scandinaves, je ne sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, ils sont en train de fermer des prisons puisqu'ils n'arrivent plus à les remplir. Parce qu'ils ont très peu de matons, c'est-à-dire qu'ils travaillent essentiellement avec des éducateurs, et ils ont un taux de non-rechute, c'est-à-dire de non-récidive, qui dépasse les 73%. Pourquoi on ne s'inspire pas de ça? Alors pourquoi? Parce qu'il y a certains pays, là par exemple je vais citer les États-Unis, ce pays fait du business avec ces prisons. N'oublions pas qu'en France encore, il n'y a pas très longtemps, les prisonniers s'occupaient de la colle des timbres, faisaient des espadrilles, faisaient tout un tas de produits made in France qui étaient vendus à très peu cher parce qu'on sous-payait cette population. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de les faire travailler puisqu'on a la machine. Mais donc, même l'emprisonnement, donc même les délits, en fait, quelque part, permettent de faire de l'économie. Et on sait que tant qu'il y a du profit à faire, on ne va pas résoudre les problèmes. Donc, tous ces problèmes de justice, ces problèmes de perversion d'individus sont quand même directement liés à un type de civilisation. Pour finir, un dernier exemple, le tueur en série, qui est très à la mode depuis quelques années, qui est quand même quelque chose d'assez récent. On s'est aperçu que ce principe de fonctionnement n'existait pas en Afrique, alors en Afrique non société occidentalisée, n'existe pas dans les tribus dites primitives ou premières ou primaires. On le trouve pas en Australie non blanche, alors attention, c'est pas du racisme à la con, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas pas chez les aborigènes, on ne le trouve pas chez les Inuits, on ne le trouve pas chez les Mongols, voilà. Donc il n'y aurait a priori que les sociétés à haut développement économique qui auraient des problèmes de tueurs en série. C'est un exemple parmi d'autres. Je pense qu'on pourrait développer tout ça pendant longtemps. Maintenant, je ne suis pas en train de dire les sociétés primitives sont des gens très très bien et il n'y a pas de viol, il n'y a pas de pédophilie. Enfin, j'en sais rien, je n'ai pas totalement étudié ce sujet, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, notre type de société, avec sa perversion économique, crée beaucoup plus de dégâts au niveau neurocognitif qu'on le pense. On en parlait encore là tout à l'heure avec Jean. Alors, je vais peut-être te couper, Thierry, parce qu'il y a encore pas mal de questions. Alors notamment, il y a une question en plusieurs encore. Petit 1, ça va être l'anarchie s'il n'y a pas de règles. Petit 2, pourquoi ne pas créer un nouveau pays avec votre concept et laisser les gens vous rejoindre, puis vous vous mettez à conquérir petit à petit la planète en montrant votre progrès. Donc ça rentre un peu à ce que tu disais juste avant. Et ensuite, une autre question qui était corrélée avec la question juste avant, si on donne tout gratuitement, est-ce que les hommes vont pas se battre pour les besoins sexuels?
Et là, je vais te mettre ça pour que tu puisses l'avoir en visuel. Voilà. Ouais, alors, il faut que je m'indice pour voir. Donc peut-être pour suivre un peu la question d'avant, si on nous donne tout gratuitement, est-ce que les hommes vont pas se battre pour des besoins sexuels? Donc je vais partir là-dessus, hein. Donc si on nous donne tout gratuitement, les hommes vont se battre pour des besoins sexuels. J'avoue que moi j'ai un peu de mal à comprendre cette question. Pourquoi on se battrait pour des besoins sexuels? Je pense que les choix, aujourd'hui, beaucoup de choix se font directement ou indirectement, se font par rapport à un paraître qui laisse imager une stratification sociale. On sait qu'il y a des. Alors, je vais rentrer un peu dans le même type de vocabulaire que se battre pour des besoins sexuels. On sait qu'aujourd'hui, il y a des prédateurs qui chassent en Ferrari et en Rolex. Ça marche bien pour eux. Alors, bien évidemment, si on reste sur ce cas de figure et si l'on estime que ce type de produit représente la virilité, alors oui, on est dans la catégorie chasseur-chassé. On est d'accord. Maintenant, si, comme je le disais tout à l'heure, on repart sur l'épanouissement de chacun, le bien-être de chacun, je pense que les personnes vont se trouver par lien d'affinité. En plus, sachant qu'on va développer certainement plusieurs phases de notre être, hein, que le prisme sera assez complet, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire par exemple que de la guitare pendant 50 ans ou que de la recherche médicale pendant 50 ans. On va vivre aussi d'expériences et on va rencontrer des gens au fur et à mesure de nos choix, de nos lieux de vie. Donc on n'est plus, pour moi, dans un système de chasse, on est dans un système de rencontre de personnes. Je pense que si on regarde l'évolution de l'humain, il y a dû y avoir de la chasse aux besoins sexuels il y a très très longtemps. Aujourd'hui, il est de moins en moins courant de voir des gens qui ont envie d'un harem, par exemple, ou qui sont dans cette logique, voilà, de chasseur-chassé. Je crois que de plus en plus, on se rencontre par affinité. Même le mariage, qui était une codification par rapport au patrimoine, est quelque chose qui est en train d'exploser. Donc, je pense que c'est un attribut, une façon de penser, une façon d'agir qui tend vers la disparition. Thierry, le respect est en train de se mettre en place. Thierry, C'est bon? Thierry, Oui. moi ce que je pensais là, le besoin sexuel ou le sens où l'intervenant l'entend, est-ce que c'est pas le genre de besoins qui sont motivés par le système de valeurs actuel? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, par exemple dans les autres sociétés primitives et autres, il n'y a pas forcément ce même type de besoin ou de vice qu'on retrouve chez la société occidentale ou moderne, qu'on retrouve par exemple tout ce qui est pervers sexuel, tout ce qui est excès de sexualité, on le retrouve pas forcément dans d'autres sociétés qui n'ont pas été éduquées à avoir ces besoins ou à avoir ces manques. Donc c'est quelque chose que je pense qu'on peut souligner, non? Oui, mais, entièrement. Je pense que je suis un petit peu à côté de la réponse parce que c'est quelque chose qui m'échappe pas mal dans le concept. Donc n'hésitez pas, si tu as d'autres choses sur ce sujet, Mathias, vas-y joyeusement. Je t'écoute. Aussi une autre chose, parce que souvent quand j'entends les gens participer, etc., on a tendance à oublier que dans un système comme le TVP, ça ne veut pas dire que ce serait la fin de tout ce qui est métier comme la psychanalyse, la psychothérapie, les gens qui sont là pour le suivi des autres. Je veux dire, d'accord, il y aura plus de police parce que c'est pas, on n'est pas dans un système punitif. Parce que par exemple, c'est ce que Skinner critique par exemple dans le système actuel, c'est le côté punitif qu'on a instauré, le côté justice. On va punir la personne pour la remettre dans le cadre. Non, ce serait pas vraiment dans cette idée-là, mais dans cette idée d'accompagner la personne qui a un souci. Comme par exemple tout ce qui est au niveau des désaccords sociétaux. Il y aurait par exemple des psys qui seraient là, il y aurait des psychanalystes, il y aurait des gens qui en plus ne seraient pas bridés par quelque chose de monétaire, mais qui auraient tout le loisir de développer justement leur filière, qui seront là pour aider les gens. Donc je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront passionnés par ce genre de milieu. Donc quelque part, si on enlève une part de tout ce qui est punitif, il y aura toujours la part de métier, la part de personnes qui seront intéressées par ces filières, qui seront là pour accompagner les gens. Donc certains seront attirés par de l'art, certains seront attirés par des choses qui ne seront pas forcément utiles. Mais je pense que statistiquement parlant, sur 7 milliards d'individus, il y aura toujours des techniciens, il y aura toujours des gens qui seront intéressés par la science, il y aura toujours des gens intéressés par la psychanalyse et autres. Enfin, je pense que ça se tient, non? Pour moi, c'est très cohérent, ta réponse.
Parce que, lorsque les gens... Juste, excuse-moi Mathias, c'est pour rentrer dans le temps et les délais. Mhm. Il faudrait peut-être répondre à une ou deux dernières questions et après il faut Allez. couper, essayer de faire assez court. Et puis après on enchaînera pour la semaine prochaine. Bien sûr. D'accord. Ah oui, je n'avais pas vu l'heure. Ok. Alors, conquérir, oui, et puis juste pour boucler là-dessus, c'est vrai que je pense que j'avais du mal à répondre parce que je viens de bien relire. Et, besoin sexuel, ça me parle pas. Moi, je suis dans l'envie sexuelle à la limite, mais le besoin sexuel, je pense. Enfin bon, voilà. J'arrête sur ce sujet. Tout ça, ça défile bien vite et je sais plus où j'en suis. Alors la question qu'il y avait juste avant celle de Mathias, puisque Mathias avait une dernière question, ça va être l'anarchie s'il n'y a plus de règles. Ouais, alors, Bon courage. j'allais rebondir sur conquérir petit à petit la planète, parce que j'aimerais bien faire la différence quand même, qu'on reste pas sur cette idée-là. Et après, effectivement, je pars sur la réponse de Mathias. Déjà, le TVP n'est pas en conquête, et le TVP ne cherche pas à convertir des gens. Hein. C'est pas une guerre de religion, c'est tout à fait l'extrême inverse. C'est-à-dire que nous essayons de donner de l'information afin que les gens puissent constater dans quel type de société ils vivent. Parce que à force d'avoir la tête dans le guidon, à s'occuper que de nos factures, que des rendez-vous en retard, que du temps de transport, on se rend même plus compte qu'on ne vit plus pour nous, on vit soit dans une attente de quelque chose, enfin dans une course perpétuelle à un besoin, à une obligation, etc. Et on n'est plus du tout là. Donc nous, on n'est pas dans la conquête, tout ça, on dit juste que là, on est dans un état de fait dont le constat est qu'il s'écroule. C'est comme ça. C'est pas de l'opinion, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce truc qui s'écroule? Est-ce qu'on le réfléchit ou est-ce qu'on subit? Voilà. Donc, on ne cherche pas à conquérir. Maintenant, prendre un pays actuellement dans l'état des choses, même si on pouvait acheter un grand morceau de territoire et commencer un truc, l'économie en place ne nous laisserait pas faire. Il ne faut pas rêver, les petits lapins. Hein. On se ferait manger en deux coups les gros. Hein. Donc, il faut vraiment que cette économie se rende compte qu'elle arrive au bout de ses possibilités. Et je ne dis pas les personnes, hein, je parle bien du système. Ce n'est pas une personne qui est responsable, c'est un système en place. Il faut que ce système commence à s'écrouler, ce qu'il est en train de faire, qu'il arrive à un moment où effectivement il se rend compte qu'il est dans ses limites pour que les villes TVP puissent émerger. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec la troisième phase de la transition. Il y a encore 10 ans en arrière, personne ne parlait de ville à développement durable, personne ne parlait de toits végétalisés, personne ne parlait de remplacer la voiture à pétrole par des voitures électriques, ou je sais pas. En tout cas, c'était hyper tout petit. Donc, on se rend compte que c'est quand le besoin se crée qu'on réagit. Et donc, l'avantage, je dirais, de la réflexion du TVP, c'est qu'elle a des solutions à apporter grâce au constat fait. Mais à aucun moment, elle vient imposer des trucs. Maintenant, ce qu'on dit, c'est, voilà, on a un catalogue de solutions. À un moment ou à un autre, il va falloir y passer parce que ce système ne répond plus. Donc, pas besoin d'acheter une terre et d'essayer de mettre en place un système qui va aller contre cette économie parce que là, on se retrouve en dualité et on sait que la dualité n'apporte rien de positif, c'est de la révolution. L'évolution, elle est dans le constat que l'humanité se fait de lui-même, qu'il arrive dans un collapse, un effondrement. Oh, pour une fois, j'avais un mot anglais qui était bien placé. Dans un effondrement du système et que forcément, il va falloir trouver autre chose. C'est ça l'évolution. Voilà. Alors Mathias, si tu avais une dernière question. C'était quoi? Tu l'as à l'oral, Mathias, ta question, s'il te plaît? Alors, attends, je recherche mes questions. Ça va être l'anarchie s'il n'y a plus de règles? C'est toi qui dis ça? Non, non, c'est pas moi qui l'ai posé justement, c'est pour ça que j'ai pas compris. Parce que je le vois pas comme. Bon, ça fait rien, je peux y répondre. Mhm. Ça va être l'anarchie s'il n'y a plus de règles. Moi, je trouve, alors je présume que c'est anarchie, pas dans le sens bakounine du terme, c'est l'anarchie, c'est le bordel, quoi. Hein, on est bien d'accord. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça a été formulé. Mhm. Moi, je trouve que c'est sacrément le bazar actuellement. Alors qu'il y a des règles, il n'y en a jamais eu autant, quoi. Hein. Alors peut-être qu'on pourrait simplifier un peu les règles, et peut-être que par le biais de l'intelligence, ça pourrait aller mieux. Ce qui est surprenant, c'est de voir que quand on discute en groupe, si c'est un petit groupe formé, on arrive toujours à s'écouter et à trouver des solutions et des accords à l'intérieur de nos désaccords. Parce qu'il y a un minimum de sensibilité, d'écoute, de trucs, de machin.
l'anarchie au sens où cette personne le dit, je pense que c'est ce qui nous attend là bientôt. On l'a vu en Grèce, hein, l'effondrement de la Grèce, on le voit actuellement en Espagne, mais on l'a vu aussi partout avec le printemps arabe, avec ceci, avec cela, qui est dû d'ailleurs à un problème de ressources au départ, soyons. On l'a vu avec le Brésil, ces problèmes, etc., etc. Les gens n'en peuvent plus là. Et plus on leur met des règles, et moins ils en peuvent. Donc, est-ce qu'à un moment donné, des règles simples de fonctionnement qui va être réfléchir des solutions locales pour répondre à des besoins globaux, en étant dans des notions de partage et non plus de concurrence, en étant dans des notions d'émulation et non plus de compétition, est-ce qu'avec ces notions-là qui vont se développer, il va y avoir besoin de beaucoup de règles? Je vais reprendre l'exemple des enfants avant institutionnalisation. Si vous laissez des petits ensemble, assez petits avant qu'il y ait eu tout l'impact, on va dire, culturel très fort, effectivement, vous leur mettez 5 doudous au milieu. S'il y en a un qui prend un doudou, le deuxième, il va vouloir le même. Ça, c'est clair. Alors là, on pourrait dire qu'il faut une règle, sinon on ne va pas s'en sortir. Maintenant, si l'intelligence, elle est de discuter avec les deux petits, en leur disant, bon, ok, vous aimez le même doudou, alors toi, tu vas l'avoir un petit peu, toi, tu l'auras après, etc., etc. Si on se met à dialoguer, si on se met à expliquer, et si on se met à être à l'écoute des besoins des gens, c'est pour ça que je prends l'exemple des petits, c'est le plus simple, alors, ça désamorce les pressions, et on arrive à mettre des choses en place. Si on commence à dire, la loi a dit que toi, tu n'auras pas le doudou, alors là, on est mal barré parce que le gamin, il commence à se faire des rancunes qui vont devenir à la fin des choses très terrorisantes, et pour lui et pour les autres. Voilà, en très vite résumé, parce qu'il est tard, en très vite résumé ce que je voulais en dire. Quelque chose à rajouter? Moi, je pourrais développer aussi. Mais... Les lois qui n'auront plus lieu d'être disparaîtront d'elles-mêmes, elles seront dépassées. Et, elles prouveront leur obsolescence au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est ça. C'est un long processus, quoi. Sébastien, quelque chose à rajouter sur les lois? Le mieux, quand même, je pense. Ouais, le mieux, c'est quand même de se référer directement à la fac, la foire aux questions. Regardez bien, il y a une réponse par sujet et c'est concis, c'est très très bien fait. Donc sur le site du TVP, donc thevenusproject.com, vous prenez l'onglet français si vous êtes comme moi, vous comprenez que le français, et vous allez voir les réponses directement dans la foire aux questions. Alors, il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver qui s'appelle Politique Canada Québec. Si la personne veut placer un mot vite fait, mais après on va être obligé de couper et passer à la semaine prochaine à un nouveau rendez-vous, je pense. De toute façon, on peut remettre ce sujet-là en débat sur la semaine prochaine. Ça permet aussi, enfin les deux sujets d'ailleurs, donc ça permet s'il y a de nouvelles questions de pouvoir y répondre. Et s'il n'y a pas, on partira sur le troisième sujet. De toute façon, on sera là toutes les semaines, donc c'est pas perdu. Hein. Ah, c'est beau, j'ai rien à ajouter. Je pense que j'arrive vers la fin. Oui, mais on va t'écouter quand même. Bonsoir à toi. Oui, ben là, je me préparais à aller dîner, puis j'ai vu que j'avais l'invitation, puis je pense que je suis arrivé un petit peu en retard. Là. Maintenant, si tu le souhaites, formule ta question, on peut déjà y répondre en 2-3 mots peut-être, ou sinon y répondre la semaine prochaine, mais au moins nous aussi ça nous permet de réfléchir sur ton questionnement. Bon, présentement j'ai pas vraiment de questions, là j'ai quand même pas mal d'informations sur le site, puis j'écoute, je suis un petit peu votre actualité. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors là je me prends un sourire banane, j'y suis pour rien, mais cet accent me fait craquer littéralement. Ah, ok. En tout cas, merci à toi de nous avoir rejoints. Et puis la semaine prochaine, donc attention le décalage horaire, mais pour 21h en France, on sera à nouveau en ligne. Donc, bien évidemment, tu es le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'on va conclure là pour ce soir. Je tiens à remercier non seulement les participants, mais mes deux collègues là, qui ont animé avec moi. N'hésitez pas, envoyez-nous vos questions directement sur les pages des réseaux sociaux. Également sur la page interne du TVP, sur le réseau social interne du TVP. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est pas une secte et en plus on ne demande pas d'argent, donc voilà, c'est en libre venu. On essaye de répondre au plus près à vos questions. Nous n'avons pas toutes les réponses non plus.
tout simplement parce qu'on continue aussi, nous, d'étudier. Hein, on n'est pas des grands chapeaux de savoir. N'hésitez pas à aller voir la foire aux questions. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine, vendredi prochain, 21h. Même rendez-vous, même punition. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Bonsoir à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir, bonsoir.